Bienvenue au Petit Salon, une série en balado présentée par le Petit Salon du Livre et l'École d'Art de Sutton, et destinée à vous faire découvrir les autrices et auteurs des cantons de l'Est à travers une collection sonore de lectures et d'entrevues dédiée à tous les amoureux du livre. Dans ce 3e épisode, j'ai l'honneur et le plaisir de rencontrer Louise Penny et Raymond Cloutier pour une conversation entre ces deux immenses talents de la littérature et du cinéma. Louise Penny, s'il est encore nécessaire de la présenter, est l'autrice des 17 enquêtes du désormais célèbre inspecteur Armand Gamache et dont les livres se sont vendus à plus de 9 millions d'exemplaires. Et c'est aujourd'hui l'acteur et écrivain Raymond Cloutier qui nous offre la lecture d'un extrait de Enterrez vos morts, 6e opus des enquêtes d'Armand Gamache. Fidèle à la réalité linguistique des cantons de l'Est, cet épisode contient à la fois des passages dans la langue de Shakespeare et de celle de Molière. Je m'appelle Michael Temer et je vous souhaite bon voyage et bonne écoute. Allô, allô. Je vous parle aujourd'hui de Knowlton, à Lac-Brome, par une magnifique journée ensoleillée. Je suis juste au-dessus de la petite rivière qui traverse le village, à côté d'une magnifique boutique qui s'appelle Brome Lake Books, Livre Lac-Brome. Et donc j'ai rendez-vous ici avec Louise Penny et Raymond Cloutier. Donc je vais rentrer dans la boutique et puis on va voir un petit peu comment est-ce qu'on s'installe à l'intérieur. Oh, il y a un beau chien à l'entrée, dis donc. C'est vraiment une boutique magnifique. Toutes les bibliothèques sont en bois. Certains meubles ressemblent à des vieilles bibliothèques antiques, mais parfaitement restaurées. Et puis, alors la particularité de cette librairie, c'est qu'elle se trouve donc à Knowlton, qui est la ville qui a inspiré le village de Three Pines, où se déroulent les romans de Louise Penny. Et donc dans cette librairie, on retrouve une section dédiée à Louise Penny. Donc il y a une petite table en bois avec une plaque au milieu. Et il est écrit dessus « This reading area is dedicated to Louise Penny for her talent, inspiration and commitment to this community ». Donc voilà, ça nous donne une indication de la place qu'occupe Louise dans le paysage culturel de la région. Voilà, j'ai bien hâte de m'entretenir avec Louise. Louise et Raymond sont arrivés quelques minutes après cet enregistrement. Ils ne s'étaient jamais rencontrés avant, mais leur enthousiasme de faire connaissance les a fait instantanément plonger dans une conversation que rien ne semblait pouvoir arrêter. On s'est donc installé alors qu'ils discutaient déjà vivement et j'ai allumé les micros pour attraper au vol le fil de leur échange. Sans transition aucune, voici donc Louise et Raymond. Oh, that's interesting. So, since I can't sing, I probably wouldn't be a good actor because I wouldn't be able to modulate my voice naturally. You sound false. Right. Like you sing. Right. False notes. Oh yeah, no, that's true. There's truth in that. No, I was in I was working in Quebec City, and there's a amateur theater group there. I'm not sure if it still exists, called the Quebec Art Company. And they were doing Witness for the Prosecution by Agatha Christie. And I was the prosecuting attorney, which meant that I opened the whole thing with this monologue. Raymond, I thought I was going to die. I wanted to die. Please God, take me now so I don't have to go onto that stage. But you also get stage fright before going on? Well, the stage fright comes from not being sure of the memory. That's the main thing. Because if you're in possession of all this material, you feel free and confident. The show he was talking about this summer when we started. What was it called again? A contract. So when we started this thing, the second night, we skipped 30 pages. I asked a question and he gave an answer 30 pages later. on. Oh, no. So what do you do in that? Well, there was a lot of in the mystery missing. So at the end, when I did the conclusion, I had to improvise. Fill in the blanks? All what that was missing, yeah. Goodness, you have to think fast. We were very nervous. And
Yeah, So- because there's no place to hide on stage. No. When I'm writing, thank God, no one's looking over my shoulder, so no one sees Not when I even make boo-boos. Your editor? Oh, no. I write at least 4 drafts, sometimes 5, before anyone else sees it. Wow. I rarely get it right the first time. There's a big change from my first draft to my second, because my first draft is really exploring ideas and thoughts and characters and trying to figure things out. Second draft is a little bit better. Third draft, I'm working on the pacing and structure. Fourth draft is really more character, And then the fifth draft, if I need one, is really the grace notes. It's the little touches. It's All the turns of details, phrase. You're a detail author. I mean, we come in here and we will know the title of every book. I don't know. And the supper table, we know in each place what the setting is full. I mean, we're in it, and we're for an actor at least. I'm in the room. Oh, I It's love very you fun. saying that, Yeah. Raymond. Thank you, because for me, the struggle, and I'm not sure I always get it right, but I sure struggle for it, is to drop that fourth wall, so that, as you say, you're in it. You're not a voyeur. You're sitting at the table. You're walking with them. You smell the smells. You great. taste, but it's knowing when to stop. There's a phrase that I was taught as a journalist: "You paddle, I steer." So my job is just to steer and have the reader paddle. Ask the reader to come halfway to me, because I think reading is at least as creative as writing. Yeah, you have to be a movie maker when you read. You become. You produce images, and it's your. And never more so than the narration, than what you do, because you are drawing those images for the listener. So how do you approach the narration? For me, it's like theater. I mean, it's like reading a scenario, or I have to imagine everything, every color, everything. You do a lot of details, but as a reader, I add details, a lot, because I find it fascinating. You must do a lot of research, because it's so. The extract that I chose to this book is very, very important. Enterrez vos morts. I don't know how it is in English. Bury your dead. I know this city by heart. I've lived there. I finished my last year of conservatory in dramatic arts in Quebec, and I mean everything. You take pictures or what? Well, I lived there for a couple of years, and at that time, René Lévesque, the premier, had actually passed away, but René Lévesque, the amateur archaeologist that this is based on, was doing his thing. He was searching for Champlain and digging holes. That's a true story, that he was trying to find Champlain. And it's just such a strange thing that a society that values, and rightly so, heritage and history should actually lose the body of the founder. Yeah. It struck me as ironic. But all this origin about him maybe being the son of the king. Right. Well, that's true too. Yeah. It's also strange. In fact, I love being able to bring this richness to the rest of the world, and describing Quebec as a rowboat society that is moving forward, because it is dynamic and it's exciting, while looking back, while having a sense of where it came from, of heritage, of patrimoine, and honoring that. Yeah, but you have a look at us that is so keen. Very few, if not any, English author has this attitude and look upon the French Canadian community. It's Thank you for that. So fascinating. It's so fun to have somebody look at us with disregard. It's really, really not only enjoying, but it's rarely somebody give us a definition of ourselves. You have such a look, and with tenderness and a lot of, but with critical thing, and sometimes critical against the Anglos as well. But Quebec saved me. Quebec, I found a home here in Quebec. It's literally saved me. Oh, you're from where? Ontario, from Toronto.
Sorry. I know. I apologize too. No, I'm sorry about not knowing everything about you. But I found a home here in Quebec when I needed it most. And, in hard times, Quebec has embraced me. And I wanted to bring that love and that appreciation to the rest of Canada, who doesn't always understand Quebec. And I don't always understand Quebec, God knows. But also the rest of the world. This is a love letter to my home. Le temps qu'on a pris pour dire je t'aime, c'est le seul qui reste au bout de nos jours. Les vœux que l'on fait, les fleurs que l'on sème, chacun les récolte en soi-même. Au beau jardin du temps qui court, gens du pays, c'est votre tour de vous laisser parler d'amour. Gens du pays, c'est votre tour de vous laisser parler d'amour. Maybe the only intervention that I have to do, but there is going to be a reading that Raymond has already read. But to introduce it, I wanted to ask you, and do you mind if I ask in French? Gosh, no, for sure. You understand? Yeah. Mais c'est ça, je voulais vous demander donc quel extrait vous avez choisi. Donc vous l'avez mentionné un petit peu plus tôt, c'est le chapitre 10 de Enterrez vos morts. Mais si vous pouvez nous en parler, pourquoi cet extrait-là et à quoi on peut s'attendre dedans? Mais je voulais absolument insister sur le fait que Louise Penny s'intéressait profondément à la culture canadienne-française, l'histoire, des caractéristiques aussi psychologiques qui sont les nôtres. Vraiment, elle fouille l'ensemble de tout ce qu'on est, de toutes les densités. Et donc, j'ai pris cet extrait-là parce que là, on est au départ des densités dans la recherche de peut-être du plus grand héros dans notre culture, qui est Samuel de Champlain, qui n'existe pas, le corps n'est nulle part, il n'y a pas de portrait, et on est dans un monde de fiction pratiquement. Enfin, c'est un livre qui pour moi est délicieux, c'est Enterrez vos morts. Et ce chapitre-là, c'est une discussion entre le héros de Louise Penny, l'inspecteur Gamache, et le curé de la basilique Notre-Dame. Alors, et lui, c'est un spécialiste de Champlain, c'est un maniaque de ça. Et je pense que pour les gens qui écouteraient ce podcast-là, verraient un aspect de Louise Penny qui est non seulement plein de recherche et d'exactitude, mais il y a aussi beaucoup, comme je disais tout à l'heure, de tendresse envers toute notre histoire. Et Louise Penny nous regarde, nous voit. C'est ça, j'aime ça. Merci, vraiment. Merci beaucoup pour cette introduction. Alors, sans plus attendre, je vous propose d'écouter l'extrait du chapitre 10 de Enterrez vos morts, lu avec talent par Monsieur Raymond Cloutier. Il n'avait pas loin à aller, seulement de l'autre côté de la rue, jusqu'à cette construction monumentale qui était la basilique Notre-Dame, cette magnifique église ornée de dorures où l'on célébrait le mariage, le baptême et les obsèques, tant des plus hauts dignitaires que des plus misérables mendiants, où les uns, comme les autres, recevaient le sacrement de pénitence et une aide spirituelle. La ville de Québec ne manquait certes pas d'églises, mais elles étaient les planètes et Notre-Dame le soleil. Après avoir franchi les grilles, il monta les marches et s'arrêta devant la pancarte affichant les heures des messes le dimanche. Une venait de prendre fin et la prochaine était prévue pour 18 heures. Ouvrant la lourde porte, il entra et ressentit l'impression de chaleur laissée par des années de célébration, de rites sacrés, sentit l'odeur de bougies et d'encens et entendit des pas résonner sur le sol dallé. La basilique était sombre. Les lustres et les appliques répandaient une faible lumière dans la vaste église. Mais, à l'autre extrémité, passé les bancs presque vides, il aperçut une lueur vive. L'autel et le baldaquin paraissaient recouverts d'or.
Construit sur le modèle de la basilique Saint-Pierre à Rome, l'ensemble brillait et avait un fort pouvoir d'attraction. On voyait des anges qui caracolaient et des saints à l'air sévère qui les regardaient. Cela ressemblait un peu à la maison de poupée d'une enfant gâtée. C'était à la fois magnifique et un brin repoussant. Gamache se signa, une habitude tenace, et resta tranquillement assis un petit moment. « Vous avez demandé à me parler ?» Gamache ouvrit rapidement les yeux comme s'il avait reçu une décharge électrique. Un homme d'âge mûr et vêtu d'une soutane le fixait. « Père Sébastien ?»« Oui, c'est moi, » répondit le prêtre d'un ton sec, assuré, autoritaire. « Je suis Armand Gamache. J'espérais que vous m'accorderiez un peu de votre temps. » Le regard de l'homme était dur, perçant, méfiant. « J'ai une journée chargée aujourd'hui. » Il dévisagea Gamache et ajouta « Est-ce que je vous connais ?» Comme le prêtre ne semblait pas vouloir s'asseoir, Gamache se leva. « Pas personnellement, non, mais vous avez peut-être entendu parler de moi. Je suis le chef du service des homicides de la Sûreté du Québec. » L'expression d'agacement disparut du visage de l'homme, et il sourit. « Bien sûr. Bonjour, inspecteur-chef, dit-il en tendant une main fine. « Je suis désolé, il fait sombre ici. Portez-vous habituellement la barbe? »« Non, je la porte pour ne pas être reconnu, » répondit Gamache en souriant. « Alors vous ne devriez peut-être pas dire aux gens que vous êtes le chef du service des homicides. » C'est un bon conseil. Gamache regarda autour de lui et ajouta « Ça fait longtemps que je ne suis pas venu dans la basilique. Pas depuis les funérailles du Premier ministre, il y a quelques années. J'étais un des célébrants. C'était un beau service funèbre. » Dans le souvenir de Gamache, la cérémonie avait été solennelle, guindée et interminable. « Bon, » dit le père Sébastien en s'assoyant et en tapotant le banc. « Que voulez-vous savoir? Ou avez-vous besoin de passer au confessionnal? » Non, dit Gamache au prêtre. « Je viens seulement pour de l'information. »« Comment puis-je vous être utile? » C'est au sujet du meurtre d'Auguste Renaud. Le prêtre ne fut pas surpris. « C'est affreux. Mais je ne sais pas si je vous serai d'une grande aide. Je le connaissais à peine. »« Mais vous le connaissiez ?» Le père Sébastien regarda Gamache d'un air méfiant. « Bien sûr. N'est-ce pas pour ça que vous êtes ici? » Pour être franc, je ne sais pas pourquoi je suis ici. Mais quelqu'un m'a suggéré de venir vous parler. Avez-vous une idée pour quelle raison? Le prêtre sembla insulté et se hérissa. « Eh bien, c'est peut-être parce que je suis le spécialiste de l'histoire de la colonisation du Québec et du rôle que l'Église y a joué, mais ce n'est peut-être pas important. » « Mon Dieu, je vous en prie, délivrez-moi d'un prêtre susceptible, » supplia Gamache intérieurement. « Veuillez m'excuser, mais je ne suis pas de Québec. C'est pourquoi je ne connais pas vos recherches. Mes articles sont publiés dans le monde entier. »« Ça ne s'améliore pas, pensa Gamache. « Je suis désolé, je ne sais pas grand-chose sur ces sujets, mais il est évident qu'ils sont d'une importance capitale et j'ai désespérément besoin de votre aide. » Le prêtre se détendit un peu. Ses poils du cou hérissés s'aplatirent lentement. « Comment puis-je vous être utile ?» demanda-t-il d'un ton qui demeurait froid. « Que pouvez-vous me dire sur Auguste Renaud ?»« Eh bien, je peux vous affirmer qu'il n'était pas fou. » « Il est la première personne à dire ça, » se dit Gamache en se penchant en avant. « C'était un homme passionné, » poursuivit le prêtre, « et entêté, et certainement odieux, mais il n'était pas fou. Les gens le qualifiaient de cinglé pour le rabaisser et lui enlever toute crédibilité. C'était méchant de leur part. Vous l'aimiez bien. » Le père Sébastien bougea sur le banc en bois dur. « Je ne dirais pas ça. Ce n'était pas un homme facile à aimer.
Il ne savait pas comment se comporter en société. En fait, il était maladroit, déplaisant. Il n'avait qu'un but dans la vie, et tout le reste importait peu, y compris le sentiment des gens. Je comprends qu'il ait pu se faire beaucoup d'ennemis. Une personne aurait-elle pu le haïr au point de vouloir le tuer? Il existe de nombreuses raisons pour commettre un meurtre. Inspecteur-chef, vous êtes bien placé pour le savoir. En fait, mon père, d'après mon expérience, il en existe une seule. Une fois écartées toutes les justifications, la psychologie et les motifs invoqués, comme la vengeance, la cupidité ou la jalousie, il reste la vraie raison. Qui est la peur. La peur de perdre ce que l'on a ou de ne pas obtenir ce que l'on veut. Et pourtant, la peur de la damnation éternelle n'arrête pas les meurtriers. C'est vrai, ni la crainte de se faire attraper, parce qu'ils ne croient ni à l'une ni à l'autre possibilité. Vous pensez qu'il n'est pas possible de croire en Dieu et de tuer? Le prêtre regardait maintenant Gamache, d'un air parfaitement détendu, amusé même. Ses yeux étaient calmes, son ton de voix léger. Alors pourquoi serrait-il sa soutane dans son poing? « Cela dépend du Dieu auquel vous croyez, » répondit Gamache. « Il n'existe qu'un seul Dieu, inspecteur-chef. »« Peut-être, mais il existe toutes sortes d'êtres humains qui voient d'une manière obscure, même Dieu, surtout Dieu. » Le prêtre sourit et hocha la tête, mais serra son poing encore plus fort. « Je crains que nous nous soyons éloignés du sujet, » dit Gamache. « C'est ma faute. J'ai eu tort de vouloir débattre de la foi avec un prêtre de si grande renommée. Pardonnez-moi, mon père. Nous parlions d'Auguste Renaud, et vous disiez que les gens le traitaient de fou, mais que selon vous, il était parfaitement sain d'esprit. Comment l'avez-vous connu? » « Je l'ai trouvé dans le sous-sol de la chapelle consacrée à Saint-Joseph. Il creusait. Il s'était tout simplement mis à creuser. Il était monomaniaque, comme je vous l'ai expliqué, et il ne pensait plus clairement. Il était monomaniaque, comme je vous l'ai expliqué, et il ne pensait plus clairement quand il était question de Champlain. Mais il avait découvert quelque chose. » « Quoi ?» Des pièces de monnaie datant des années 1620 et 2 cercueils, dont un était très ordinaire et presque complètement détruit. L'autre était garni de plomb à l'intérieur, nous supposons que Champlain, comme d'autres dignitaires, aurait été enterré dans un cercueil semblable. Et la première chapelle se trouvait ici, avant l'incendie. Vous avez certaines connaissances, inspecteur-chef, contrairement à ce que vous prétendez. Oh, mes connaissances sont très limitées, mon père. La ville a immédiatement mis fin aux fouilles, pas été autorisée, et s'apparentait à un pillage de tombes. Mais Renaud a pris contact avec les médias et a fait tout un foin. À la une des journaux à sensation, on disait que Champlain avait finalement été découvert, mais que des bureaucrates tatillons et obsédés par le règlement avaient fait cesser les travaux. Les médias avaient décidé de parler de l'affaire comme d'un combat entre David et Goliath. D'un côté, il y avait le pauvre petit Augustin Renaud qui remuait ciel et terre pour trouver Champlain, symbole du Québec français, et de l'autre, des archéologues fonctionnaires et des politiciens qui l'en empêchaient. « Ça a dû plaire à Serge Croix, » dit Gamache. Le père Sébastien rit. L'archéologue en chef était furieux. Il est venu ici des dizaines de fois au cours de cette période et pestait, fulminait contre Renaud. Je ne sais pas s'il en voulait à Renaud lui-même ou si sa colère ne cachait pas la crainte qu'il puisse avoir raison et que ce petit archéologue amateur ferait la plus grande découverte de toute une carrière. Champlain, le père du Québec. Mais pourquoi est-ce aussi important de le trouver? Pourquoi tant de gens se passionnent-ils pour l'endroit où Champlain pourrait être enterré? Ce n'est pas votre cas. Je suis curieux, bien sûr.
Et si on le trouvait, j'irais certainement voir le site et lirais tout à propos de la découverte, mais je n'en fais pas une affaire personnelle. C'est ce que vous pensez. Je me demande si c'est vrai. Je rencontre beaucoup de gens qui ne se rendent pas compte qu'ils ont la foi, une croyance, jusqu'à ce qu'ils soient sur leur lit de mort. Ils la découvrent alors profondément enfouie en eux, au fond de leur âme, là où elle avait toujours été. Mais Champlain était un homme, pas un objet de croyance. Au début, peut-être, mais pour certains, il est devenu bien plus. Suivez-moi. Le père Sébastien se leva, fit un bref signe de tête en direction du crucifix en or sur l'autel, puis, d'un pas rapide, sortit de la vaste église. Gamache le suivit. Ils montèrent des marches en bois et longèrent des corridors pour enfin arriver à un bureau exigu rempli de livres et de piles de papier et où, sur le mur, étaient accrochées 2 reproductions, l'une du Christ crucifié et l'autre de Champlain. Alors merci Raymond pour cette lecture. Comme je disais, avec talent, vous nous plongez réellement dans le récit. On a l'impression de visiter la basilique avec vous. Comment est-ce que ça se passe de lire un livre au complet? C'est quoi le processus de création ou d'interprétation d'un livre à l'audio? Il n'y en a pas. C'est la même attitude que quelqu'un qui ouvre un livre couché dans son lit le soir et puis qui commence. Là. Alors, évidemment, en tant qu'acteur et puis un peu auteur, mais aussi metteur en scène, je m'aperçois que lire un livre, c'est se faire un cinéma. Donc, tous les lecteurs deviennent metteurs en scène. Quand l'auteur décrit une pièce, bien, il faut la construire, il faut dans son imaginaire. Donc, le plaisir de lire, en fait, c'est qu'on devient auteur. On devient créateur de cet univers-là. Et il n'y a personne, je suis certain de ça, qui lit un livre de la même façon, qui voit les mêmes choses. Donc, dans le processus, quand je dis qu'il n'y en a pas, c'est que je ne lis pas le livre avant. J'ouvre le livre et là, j'ouvre le micro, puis je commence. Je le lis comme je le lirais au lit et je le lis pour moi. It's a lot of work, too, to read. I mean, I can't imagine reading a book out loud. It must be exhausting. No, it's fun because I want to know how it ends. And it's a so magical world you invented. It's this tree pine thing. It's, I don't know, it's Harry Potter. Oh, what a lovely thing to say. Thank you. I think of it as a state of mind, too. You know, when we choose to be kind, when we choose decency and integrity, and it's so easy to choose the other, to be negative and dark, to find fault, because fault is so obvious. It's so easy to find flaws in other people. Well, but to see the flaws, but to choose to be positive and encouraging. But you're talking about murders. Well, yeah, that's a flaw. Yeah. But, you know, it's not, as you know, as you said so well, the books aren't really about murder. That's the Trojan horse that allows me to explore all sorts of other interesting things. And the books are about community, as you've so articulately put. They're about belonging. They're about friendship. They're about love and all the forms that love takes. Yeah. They're about sitting around the table. What is food? What is cooking for others except that gift of friendship? That's what the books are about. If you don't mind, I do have a couple of questions that I wanted to ask you in reaction to the conversation that you were having. The first thing, Raymond said something about the fact that when someone is reading a book, they're recreating it somehow, in a sense, in their own mind. And every reader reads a book differently. So that means for you as the author, there's a huge aspect of letting go that needs to happen. How does that feel? Once you're done writing a book, you said yourself you don't go back to read it again. Right. How do you detach yourself from something that you've put so much work into?
That's an interesting question. And I don't think I do. I think I still feel a great ownership over every book. And when people write in with mean comments, it hurts. I wish I could say it didn't, but it does. But I also understand, obviously, there's a sense of ownership of the characters. So people feel like they really know Clara and Myrna and Ruth and Armand, and they care about them. And so I get a lot of emails saying, don't do this, or why did you do that? Or, yeah, I know. And I have to write back to say, I'm sorry, but I love these characters probably more than anyone can or should. But you have to trust me. You have to trust that I have the path in mind for all of them. I don't let go. I mean, but I appreciate that everybody, and I want everybody to create their own Three Pines in their minds. So if you grow very attached to your own characters, is it hard to put them in situations that aren't pleasant and sometimes even kill them off? Is it a hard decision to make? I mean, there was one book in particular where I found myself tearing up. I get emotional because I'm involved. I sometimes feel like I'm transcribing rather than creating. So yes, it is often difficult, but it's necessary in its life. And one of the great, relief I guess I have, because I'm in my mid-60s and you don't get to be this age without being through a certain amount of stuff. And I appreciate that, having lived this long and lived through a bunch of things and understanding what grief is and sorrow and loss and pain and love and joy and forgiveness feels like, that I can put that into the books. Yeah, you infuse it with your own experience. Right, and frankly, the more screwed up I am, the better writer I am. So that's a relief too. And it bodes well for the future. I wanted to surf on what you said, because there was a part of the question on the dark side of some stories. There are really dark sides. Mm-hmm. I think many people are fooled into thinking that this is Agatha Christie-esque, that it's all about, it's a village cozy. Not at all. Not at all. These are psychological thrillers. Thank you. You're a lot into psychologically. Yeah, and some darkness, but also light. Yeah, that's the thing. There's no, who was it who said there's no light without shadow? You've got Goethe. You've got to have both, and so there's strong shadow and there's bright light. The other question I wanted to ask is, so you just wrote a book with Hillary Clinton, and I'm sure everybody's asked you, what's it like to work with her? But I'm not so curious to know how it was to work with her. I'm more curious about what it was like for you to work with someone else on a book. Because if I'm not mistaken, this is the first time you've shared authorship with someone? Right. Well, what we had to do was we each brought something to the table. And I think, fortunately, our roles were pretty delineated and very clear. I'm the writer. She's the brilliant former Secretary of State who has unimaginable insight into how the world and the world of politics works. So we were, I think it was a good team. We rarely fought. I think we each realized that when one of us felt strongly about something, the other would back off. And as she said early on, she said the most important thing is that our friendship is preserved through this, for sure. Unfortunately, it was never in doubt. But I think mostly we were just afraid that it was going to be awful. Was it? No. Well, as an experience, no, it wasn't awful. In fact, it was much easier than I think either of us dared believe. But it was also better received than I think a year ago we would have thought, because a year ago I hadn't started writing it yet. So there was a lot of fear. Could we do it? And could we do it justice? And could we do ourselves justice? Because neither of us had any desire to have our names attached to a book that wasn't exceptional. And
fortunately, I think this book is. We're very proud of it. So it's State of Terror. It's only available in English now in Quebec. But Yes, but Flaubert en Quebec is bringing it out in French in March. So État de Terreur is going to be coming out in March 2022. So keep an eye out. Surveillez vos libraires pour le dernier livre de Louise Penny, écrit conjointement avec Hillary Rodham Clinton. Well, thank you so much, Louise. Thank you very much, Raymond. Thank you, Michael. It's been a pleasure to listen Merci, to you. Michael. And I'm sure that our listeners are going to have a great time Yes, as and well. thank you for doing this, and to everybody listening. It's been Thank a great you for pleasure. And to having me Raymond. meeting Louise Penny, because Wow. there was no other way. This is just pretext. They didn't even. They're not even recording. You're recording nothing. No, this This is just all so we just could for meet. Raymond. Yeah. Merci beaucoup, Louise. Merci à vous. It really is a great pleasure to meet you. On s'était dit rendez-vous dans 20 ans. Pensais pas que le monde aurait grossi autant. Je me demande encore pourquoi je suis venu. D'un coup je te vois, je vois que tu m'as vu. Allô? Qu'est-ce que t'es devenu? Voilà qui conclut le 3e épisode du Petit Salon, enregistré dans la magnifique librairie Brome Lake Books, au 45 chemin Lakeside, à Knowlton. Un immense merci à ses propriétaires pour l'accueil chaleureux qu'ils nous ont réservé, malgré le fait que, dû à une erreur de communication au sein de notre équipe, ils n'avaient pas été prévenus de notre intention d'organiser cette rencontre dans leur librairie. Je vous invite fortement à aller y faire un tour, ne serait-ce que pour découvrir le salon Three Pines et laisser un mot à Louise Penny dans leur livre d'or. Merci évidemment à Louise et Raymond d'avoir accepté mon invitation et pour la richesse de leur conversation. Merci également à Émile Proucloutier, fils de Raymond Cloutier, dont vous avez entendu le piano lors de la lecture de Enterrez vos morts et dont la chanson Retrouvailles clôture cet épisode. Finalement, merci à vous, auditrices et auditeurs, de nous avoir ouvert vos oreilles. Je m'appelle Michael Temer et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode du Petit Salon. Ils riaient de toi, les kings de l'école. Ils disaient, tiens, v'là la crise de folle. Regarde-les asseoir. Ils ravalent toutes leurs paroles. Je nous revois des nuits de pluie à courir toute rampe, à bouger vite la petite veine sur tes tempes. Tout prendre immensément. C'est toi qui m'a montré comment fuir les fêtes, aller se cacher, faire renaître un vieux disque oublié. Notre ère quand la vie nous étranglait, on comprenait rien, mais ça sonnait vrai.